sur tout ce qui est exploration du métabolisme des glucides pour préparation justement de votre test de résidane, hein. Donc, sans plus tarder, on va commencer par un petit rappel. On va faire en fait l'essentiel des glucides, d'accord? Le plus important des glucides. Donc, on va commencer par un petit rappel sur le métabolisme du glucose, à savoir l'origine du glucose dans notre organisme et ses devenirs. Donc, on sait que l'origine, donc le glucose dans notre organisme a une double origine, une origine endogène et une origine exogène. L'exogène, c'est bien l'apport alimentaire. Donc, une fois apportés, les glucides donc, peuvent être des glucides sous forme simple ou bien complexe, tels l'amidon et les polysaccharides. Donc, ceux-là doivent être digérés grâce à quoi? Grâce à deux principales enzymes qui sont l'amylase salivaire et l'amylase pancréatique, qui va dégrader les sucres complexes en des disaccharides, qui sont le saccharose, maltose et le lactose. Cela sous l'action de disaccaridases, donc qui sont des enzymes qui dégradent les disaccharides, telles la saccharase, la maltase et la lactase vont être aussi dégradées en monosaccharides, glucose, galactose, fructose, qui sont facilement absorbables par la cellule intestinale donc, et qui peuvent gagner par la suite la circulation sanguine. Donc, cela, donc, c'est la digestion des glucides d'apport exogène. Ensuite, arrivé, donc là, c'est après dégradation. Donc là, c'est la lumière intestinale. Ça, c'est un entérocyte, bien sûr, avec un pôle apical avec des microvillosités et un pôle apical, basal, simple. Donc, apical avec micro et basal simple. Donc, ici, c'est la lumière intestinale. Vous avez vos monosaccharides, tels le glucose, le fructose et le galactose. Donc, ces glucides-là doivent être absorbés par la cellule intestinale grâce à des transporteurs. Donc, le transporteur du glucose et du galactose est commun, on l'appelle SGLT1. SGLT1 transporte aussi bien le glucose que le galactose de la lumière intestinale vers l'entérocyte. Le fructose, par contre, est transporté par un autre type de transporteur qui est le GLUT5. En fait, le transport ou bien l'entrée du glucose de la lumière intestinale vers l'entérocyte nécessite de l'énergie, d'accord? Donc, c'est un transport actif. Là, on voit que le glucose, il rentre à l'intérieur de la cellule en présence de sodium. Même chose pour le galactose. Donc, le sodium qui est entré à l'intérieur de l'entérocyte, on doit le faire sortir pour maintenir l'électroneutralité de la cellule. Donc, on doit le faire sortir. Et cette sortie-là utilise de l'ATP. Donc, le transport du glucose et du galactose vers l'entérocyte, c'est un transport actif, contrairement au transport du fructose à l'intérieur de l'entérocyte, qui est un transport passif qui ne nécessite pas de l'énergie. Ensuite, une fois à l'intérieur de l'entérocyte, donc ces monosaccharides vont gagner le sang grâce à un transporteur qui se situe sur le pôle basal de l'entérocyte, qui est le GLUT2. Donc, le GLUT2 est commun et pour le glucose, pour le galactose et pour le fructose. Ça, c'est l'absorption des glucides d'origine alimentaire. Une fois que ces sucres arrivent au niveau de la circulation sanguine, on sait très bien qu'ils sont hydrosolubles, donc ils ne nécessitent pas un transporteur. Ils circulent libres dans le sang et le glucose circulant dans le sang représente ce qu'on appelle la glycémie et que cette glycémie-là est maintenue dans un intervalle bien déterminé de 0,7 à 1,10 grammes litre, ce qui correspond à 3,8 à 6 millimoles par litre. Et donc, pour maintenir cet intervalle-là,
il faut qu'il y ait intervention de différents systèmes de régulation qu'on va voir ensemble. Ensuite, donc ça c'est digéré, c'est absorbé, donc ensuite ça passe dans la circulation sanguine. Dans la circulation sanguine, il circule libre dans le sang pour gagner quoi? Pour gagner les cellules cibles. Arrivé au niveau des cellules cibles, donc les glucides nécessitent encore un transporteur pour pouvoir pénétrer la cellule cible. Et de là qu'apparaît la notion de GLUT. Donc les GLUT, c'est pour glucose transporteur ou bien glucides transporteurs. D'accord? Donc ces GLUT-là sont très importants du moment qu'il y a des GLUT qui sont insulinodépendants. C'est-à-dire, si vous avez un déficit en insuline, il n'y aura pas de GLUT, donc pas d'entrée du glucose à l'intérieur de la cellule cible, et ce qui fait un état de jeûne de la cellule. Très bien, donc la notion de GLUT. Dans les GLUT, il y a différents types de GLUT. Il y a les GLUT 1, GLUT 2, GLUT 3, GLUT 4, GLUT 1 jusqu'à GLUT 7. En fait, donc, ce qui est important, c'est que le GLUT 1 et le GLUT 3, c'est des transporteurs qui existent dans la cellule cible et qui sont insulino-indépendants. Qu'est-ce que ça veut dire insulino-indépendant? C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'avoir de l'insuline pour qu'il y ait ce transporteur. Et donc, ces transporteurs-là existent dans les tissus, ça c'est très important, dans les tissus qui sont exclusivement glucodépendants. Quand je vous dis un tissu exclusivement, glucodépendant, là on pense au système nerveux central et aussi on pense aux érythrocytes qui sont exclusivement glucodépendants. Maintenant, c'est tout à fait normal que d'avoir un transporteur. Donc, sur ces tissus-là, d'avoir un transporteur qui est insulino-indépendant. Pourquoi? Pour prévenir, en fait, une hypoglycémie pour ces tissus, parce que ces tissus-là ne peuvent pas utiliser une autre source d'énergie. Même si l'insuline, elle baisse, on peut quand même maintenir une entrée du glucose à l'intérieur de ces tissus. Donc ça, c'est pour GLUT1 et GLUT3. Pour GLUT2, donc deuxième type de transporteur, c'est le GLUT2 qui existe au niveau du foie, au niveau du pancréas, et on a vu aussi qu'il existe au niveau de la cellule intestinale sur le pôle basal. Il permet la sortie donc des glucides de l'intérieur de l'entérocyte vers la circulation sanguine. Ce GLUT2, il est aussi insulino-indépendant, mais il a une faible affinité pour le glucose. C'est-à-dire qu'il transporte peu de glucose. Troisième type de transporteur, c'est le GLUT4, qui est le plus important en fait, qui existe surtout sur les cellules musculaires et les adipocytes. Et celui-là, il est insulinodépendant. Il est insulinodépendant. Comment? C'est-à-dire que lorsqu'il est synthétisé, ce transporteur, il reste stocké dans des vésicules cytosoliques. Ensuite, lorsqu'on prend un repas et que notre glycémie, elle augmente et qu'il y a une sécrétion d'insuline, donc cette insuline-là, elle va venir sur la cellule cible, elle va stimuler l'expression de ces transporteurs qui étaient stockés dans le cytosol, elle va stimuler leur expression à la surface de la membrane cellulaire et donc vont permettre l'entrée du glucose à l'intérieur de la cellule, ce qui va aboutir à une baisse de la glycémie. C'est ce qu'on veut. Donc, lorsqu'on est en hyper, on aimerait faire diminuer la glycémie, donc faire entrer le glucose à l'intérieur de la cellule pour qu'il puisse être consommé par la cellule. Ça, c'est le GLUT4. Donc, quand on a un problème dans l'insuline, il n'y aura pas d'expression de GLUT4, donc un défaut de pénétration du glucose à l'intérieur de la cellule. Il y a aussi un autre type de transporteur qui est le GLUT5, qui est un transporteur spécifique du fructose. D'accord? On l'a bien vu ici que le fructose était transporté par le GLUT5. Aussi, il y a un autre type de transporteur qui est le GLUT7. Et celui-là, il est présent, donc il transporte le glucose, mais il est présent il est exprimé sur la membrane du réticulum endoplasmique
hépatique, c'est-à-dire il est intracellulaire, le GLUT7. Donc là, on a vu un petit peu l'origine en fait exogène du glucose. Maintenant, le glucose, il peut être synthétisé dans notre organisme par deux mécanismes qui sont bien connus, la glycogénolyse et la néoglucogénèse. Donc, glycogénolyse et néoglucogénèse. Glycogénolyse veut dire la dégradation du glycogène et néoglucogénèse, c'est la synthèse du glucose à partir d'autres médiateurs. Donc, la glycogénolyse, elle est ubiquitaire, c'est-à-dire elle se déroule un peu partout dans l'organisme, mais elle est préférentiellement, ou bien elle est plus fréquente au niveau du muscle et au niveau du foie. Donc, le plus fréquemment, on la trouve dans le foie et dans le muscle, mais on la trouve aussi un peu partout dans l'organisme. Maintenant, la glycogénolyse consiste en la dégradation du glycogène en glucose. Ce glucose-là, il va servir soit à la glycolyse, donc la synthèse de l'énergie, ou bien il sera libéré dans le sang. D'accord? Donc, soit il va servir à l'utilisation locale, et ça, c'est pas particulièrement au niveau du muscle. Par contre, au niveau du foie, la glycogénolyse, elle sert pour maintenir maintenir l'équilibre glycémique. D'accord? Donc, glycogénolyse qui se déroule au niveau du muscle, elle est destinée surtout pour avoir le glucose qui va servir d'énergie pour utilisation locale par le muscle. Par contre, la glycogénolyse qui a lieu dans le foie, elle se fait pour avoir du glucose, pour le libérer dans la circulation sanguine, donc pour maintenir, pour remonter la glycémie. D'accord? Par exemple, si on est en hypoglycémie, ce qui va vous remonter votre glycémie, c'est la glycogénolyse hépatique et non pas glycogénolyse musculaire. La glycogénolyse musculaire, elle est destinée pour avoir de l'énergie locale utilisée par le muscle. Donc, glycogénolyse hépatique, c'est elle qui maintient ou bien qui permet de remonter la glycémie en cas de baisse. Autre mécanisme de synthèse du glucose dans l'organisme, c'est la néoglucogénèse. Qui est de localisation aussi préférentiellement hépatique, mais aussi un peu rénale. Elle consiste en quoi? Elle consiste à la synthèse de glucose à partir de médiateurs qui sont d'origine lipidique ou bien protéique. Cette néoglucogénèse, quand est-ce qu'elle elle devient importante? Quand est-ce qu'on synthétise davantage de glucose à partir de médiateurs lipidiques et protéiques? En cas de jeûne prolongé, ou bien en cas d'un catabolisme protéique excessif, ou bien en cas d'effort intense, ou la formation d'ailleurs de l'acide lactique qui est responsable des courbatures en cas d'effort musculaire intense. Les précurseurs à partir desquels on peut synthétiser le glucose sont l'acide lactique, l'acide pyruvique. On peut synthétiser le glucose à partir de l'alanine, à partir du glycérol, et à partir d'autres molécules telles que les propionates. Donc, le glucose peut être apporté par l'alimentation, peut être synthétisé par l'organisme. Il va servir à quoi? Il va servir, là je vous apprends rien, comme source d'énergie. Il va servir de réserve. On va stocker le glucose sous forme de glycogène et le réutiliser en cas de besoin. Le glucose aussi peut être stocké sous forme de réserve lipidique, c'est-à-dire transformé au niveau du tissu adipeux en lipides et surtout en triglycérides. Donc, soit utilisation comme source d'énergie, soit mise en réserve sous forme de glycogène ou bien sous forme de lipides, en l'occurrence les triglycérides. Maintenant, on a absorbé le glucose, on l'a synthétisé, on l'a utilisé dans la cellule cible. Maintenant, le surplus de glucose, il est éliminé. Donc, le glucose, il est filtré au niveau du rein. Il est réabsorbé totalement au niveau du tubule. Maintenant, chez une personne normale, la glycosurie, elle doit égale à 0. Mais, bien sûr, on a cette réabsorption, elle a un seuil.
qu'on appelle le seuil d'élimination rénale. Qu'est-ce que ça veut dire le seuil d'élimination rénale? C'est le seuil au-delà duquel on va retrouver du glucose au niveau des urines, et celui-là aussi, je crois que vous le connaissez, c'est bien le 1,80 g/litre. D'accord? Donc, une personne avec une glycémie inférieure à 1,80 g/litre, on n'est pas censé retrouver du glucose dans ses urines. Par contre, au-delà de 1,80, on va retrouver du glucose dans les urines. Maintenant, il y a des situations. Donc, ce seuil-là, c'est le 1,80. Il y a des situations particulières où le seuil, il devient plus bas, c'est-à-dire 1,80 g/litre, ou bien il devient encore plus élevé. Qu'est-ce que ça veut dire plus bas? C'est-à-dire même pour une glycémie inférieure à 1,80, on va retrouver du glucose dans les urines. Donc, ces situations particulières, on les remarque chez, par exemple, la femme enceinte, aussi en cas de diabète rénal. Est-ce que vous connaissez le diabète rénal? Vous connaissez le diabète rénal? Donc, le diabète rénal, c'est quoi? C'est une perte caractérisée par une perte rénale du glucose, en dehors d'un diabète sucré. D'accord? Parce que le diabète, c'est un diabète sucré. Donc, le diabète veut dire perte. D'accord? Donc là, c'est une perte de glucose d'origine rénale. Et là, le problème dans le diabète rénal, où est-ce qu'il se situe? Il se situe dans un transporteur. Donc, il est caractérisé par une mutation d'un transporteur qui est le SGLT2. D'accord? Donc, on a vu dans la cellule intestinale, l'absorption, elle se fait par un transporteur appelé SGLT1. Maintenant, au niveau rénal, là, je l'ai mis en remarque, qu'au niveau rénal, il y a un autre transporteur qui permet la réabsorption du glucose qui est appelé SGLT2. Maintenant, dans le diabète rénal, vous avez une mutation de ce récepteur-là, SGLT2, qui devient incapable de réabsorber le glucose. Que la personne soit diabétique ou non diabétique, ça n'a rien à voir avec le diabète sucré. Donc, mutation du SGLT2, donc le rein est incapable de réabsorber le glucose. Donc, vous allez retrouver du glucose au niveau urinaire, même si la personne n'atteint pas les 1,80 g/litre. On l'appelle le diabète rénal. Il y a aussi des situations où vous avez un seuil plus élevé, c'est-à-dire une personne avec une glycémie, des fois, et ça on le rencontre souvent, une personne avec une glycémie 2 grammes, 2 grammes et demi, vous allez trouver glucosurie négative. Et là, ça existe, c'est-à-dire que leur seuil de réabsorption, il est plus grand que 1,80. D'accord? Et là, on la rencontre souvent chez les personnes âgées et les personnes avec insuffisance rénale. Maintenant, donc, pourquoi il y a cette notion de seuil? Parce qu'en fait, le seuil existe parce que les transporteurs ont une capacité de réabsorption. Quand les capacités de réabsorption sont dépassées, vous allez retrouver du glucose dans les urines. Maintenant, tout ça, donc on a dit que la glucose dans le sang, c'est la glycémie. La glycémie, elle doit tourner autour de 0,7 à 1 g/litre. Et pour la maintenir dans ses alentours, donc il faut qu'il y ait un système de régulation. Ce système de régulation, il peut être physico-chimique, métabolique, régulation nerveuse et hormonale, tout en sachant que la régulation hormonale est la plus efficace. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire brièvement, qu'est-ce que ça veut dire une régulation physico-chimique? Donc, vous savez, si vous vous rappelez de vos cours de métabolisme du glucose, donc le glucose est transformé, soit il va suivre la glycolyse pour donner du pyruvate. Le pyruvate va rentrer dans le cycle de Krebs qui va vous donner de l'énergie, ATP, etc. Ou bien le glucose, il sera stocké sous forme de glycogène. Donc, soit utilisé, soit stocké. D'accord? Par différentes. Là, il y a implication de différentes réactions chimiques qui sont réversibles, c'est-à-dire la réaction, elle peut se dérouler dans ce sens comme elle peut se dérouler dans l'autre sens. Même chose, glucose peut devenir glycogène et le glycogène peut donner glucose.
D'accord? Dans cette situation, dans ce type de réaction, il y a ce qu'on appelle, il y a une loi qu'on appelle la loi d'action de masse. La loi d'action de masse, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que lorsqu'il y a une réaction chimique, une réaction chimique, toujours l'équilibre de la réaction, il est orienté du milieu le moins concentré vers le milieu le plus concentré. Dans la cellule, beaucoup de glucose. La réaction, elle va être déviée vers la consommation du glucose. Maintenant, transformation du glucose en pyruvate et transformation du glucose en glycogène. Maintenant, si j'ai peu de glucose dans la cellule, la réaction, elle va être inversée, c'est-à-dire pyruvate va être transformé en glucose et glycogène va être transformé en glucose. Le but, c'est de maintenir le glucose dans une concentration bien déterminée. Donc, cette loi-là, on l'appelle la loi d'action de masse. Deuxième type de régulation, c'est la régulation métabolique. En fait, dans la cellule, il y a une régulation en tenant compte des besoins de la cellule. Maintenant, une cellule musculaire a besoin d'énergie. C'est tout à fait normal qu'on va stimuler la glycolyse pour avoir de l'énergie. Machi, j'ai besoin d'énergie et je vais stimuler par exemple la glycogénogénèse. Oui, je vais stocker le glucose sous forme de glycogène. Non, chaque cellule gère son métabolisme en fonction de ses besoins. Maintenant, il y a des cellules dont elles ont besoin, par exemple, de NADPH+. Là, elle va stimuler la voie des pentoses phosphates, qui est la principale voie de synthèse du NADPH+, dans l'organisme. Maintenant, j'ai un excès de glucose, je suis en postprandial, j'ai un excès de glucose au niveau musculaire et au niveau hépatique, je vais stocker mon glucose sous forme de glycogène pour le réutiliser en cas de besoin. Aussi, il y a la régulation nerveuse. On sait très bien que c'est le centre hypothalamique qui commande l'appétit, qui commande la satiété, qui commande aussi la production d'hormones hypophysaires qui interviennent dans la régulation du métabolisme du glucose. Donc, si on a faim ou bien on n'a plus faim, c'est grâce au centre hypothalamique. Aussi, il y a le système sympathique et la médulo-surrénale via les catécholamines. Adrénaline. L'adrénaline, c'est une hormone qui est hyperglycémiante. D'accord? Elle est hyperglycémiante. Comment? Donc, elle inhibe la sécrétion de l'insuline. D'accord? Elle inhibe la sécrétion de l'insuline, donc elle fait augmenter la glycémie. Au contraire, la stimulation donc le sympathique et l'adrénaline et la médulo-surrénale via l'adrénaline, ils augmentent la glycémie. En contrepartie, le système parasympathique, au contraire, il provoque une insulinosécrétion, c'est-à-dire une baisse de la glycémie. Donc, il y a intervention de régulation chimique, de régulation métabolique, de régulation nerveuse. Et à la fin, vous avez le mécanisme de régulation le plus efficace qui est la régulation hormonale. On sait très bien que dans notre organisme, vous avez un équilibre entre la consommation du glucose et la génération du glucose. Cet équilibre-là est maintenu grâce à quoi? Un système hypoglycémiant, un système hyperglycémiant. Le système hyperglycémiant, il est formé de groupes d'hormones. Vous avez plusieurs hormones glycémiantes. Par contre, le système hypoglycémiant, il est géré
sont reliés par deux ponts disulfure et la chaîne alpha est stabilisée par un pont disulfure intrachaîne. Et là, quand on sécrète l'insuline active et le petit bout qui est le peptide C. D'accord? Donc, sont sécrétés en quantité équimolaire. La même quantité d'insuline sécrétée, c'est la même que le peptide C. Donc, pour chaque insuline, un peptide C. Mais la différence entre l'insuline et le peptide C, c'est que l'insuline, elle a une activité physiologique. Par contre, le peptide C, il est dépourvu d'activité. Il sert absolument à rien. D'accord? Donc, le peptide C, il sert absolument à rien. Il n'a aucune activité physiologique. La différence aussi, c'est que la demi-vie de l'insuline, elle est de 5 à 10 minutes. La demi-vie du peptide C, elle est de 20 à 30 minutes. Et du coup, sur le plan exploration, on préfère, en biochimie, on préfère doser le peptide C que l'insuline. Pourquoi? Donc, toujours dans l'exploration, on choisit le paramètre qui a une demi-vie plus longue parce que c'est plus stable. Donc, l'insuline, 5 à 10 minutes, si on dose ou bien le résultat, le dosage n'est pas fait immédiatement, là, on risque d'avoir une fausse baisse d'insulinémie. Par contre, le peptide C, c'est plus stable, 20 à 30 minutes, donc on préfère le peptide C à l'insuline dans l'exploration. Et les deux donnent le même renseignement. Est-ce qu'il y a insuline ou bien il n'y a pas? Voilà, donc ça c'est pour l'insuline. Maintenant, l'insuline, on a dit qu'elle est synthétisée par les cellules bêta des îlots de Langerhans et sécrétée en cas d'hyperglycémie. Donc, la sécrétion de l'insuline est régulée par la glycémie. Si la glycémie augmente, ça, c'est une cellule pancréatique. Ça, c'est une cellule pancréatique. Lorsque votre glycémie augmente, il y aura entrée du glucose grâce au GLUT2. Donc, on a dit que le GLUT2 existe sur le pancréas. Donc, le glucose augmente. Il pénètre la cellule pancréatique grâce au GLUT2. À l'intérieur de la cellule pancréatique, le glucose va être transformé va être catabolisé grâce à la glycolyse. Il y aura synthèse de l'ATP. Le rapport ATP sur ADP, il va augmenter. Cela va induire la fermeture d'un canal potassium. La fermeture d'un canal potassium va stimuler l'ouverture d'un canal calcium. Donc, il y aura entrée du calcium à l'intérieur de la cellule pancréatique, ce qui va stimuler la sécrétion de l'insuline. Donc, l'insuline, elle est là, elle est synthétisée et elle est stockée dans des vésicules. Quand le glucose augmente. Donc là, à ce moment-là, il y aura sécrétion de l'insuline qui va agir au niveau des tissus, des différents tissus, principalement le foie et le muscle. Les tissus adipeux aussi. Donc sur l'insuline, elle va agir donc sur les cellules cibles via un récepteur qui est un récepteur à activité tyrosine kinase. Et là, elle va activer ce récepteur et elle va activer certains métabolismes et elle va inhiber d'autres métabolismes. Le but, c'est quoi? C'est abaisser la glycémie. Donc, première action de l'insuline dont on a parlé tout à l'heure, c'est qu'elle va stimuler l'expression des GLUT4. D'accord? Elle va stimuler l'expression des GLUT4, qui sont des transporteurs de glucose. Donc, transporteur de glucose, ce qui va permettre l'entrée du glucose à l'intérieur de la cellule. D'accord? Donc, le glucose est circulant dans le sang. Je veux faire baisser ma glycémie, je fais rentrer le glucose à l'intérieur de la cellule. Et aussi, sur le plan métabolique, l'insuline, elle va stimuler tout ce qui est consommation du glucose. Et elle va inhiber tout ce qui est génération du glucose. Elle va stimuler la glycogénogenèse, c'est-à-dire la synthèse du glycogène. Elle va stimuler la synthèse des protéines pour consommer l'énergie.
Elle va stimuler, pardon, la synthèse d'acides gras et de lipides. Le but, donc c'est pour ça qu'on dit que l'insuline, c'est une hormone anabolique. Elle stimule les réactions d'anabolisme, de synthèse. Synthèse du glycogène, synthèse des protéines et synthèse des lipides. Et en contrepartie, elle va inhiber tout ce qui est dégradation. Dégradation du glycogène. Donc, elle inhibe la glycogénolyse. Elle va inhiber la néoglucogenèse, bien sûr. Je veux baisser ma glycémie. J'inhibe la synthèse du glucose. Elle inhibe la protéolyse. Elle inhibe la lipolyse. Et elle inhibe la cétogenèse. Ça, c'est pour le système hypoglycémien. Pour l'hyperglycémien, donc vous avez une panoplie d'hormones. Il y a des hormones qui sont à action rapide, d'autres à action plus longue. Donc, vous connaissez donc l'adrénaline, les catécholamines, adrénaline et noradrénaline qui ont un effet hyperglycémien. Ils agissent via un récepteur couplé à la protéine G. Même chose, ils sont hyperglycémiants, donc ils vont augmenter la glycémie. Donc, ils vont stimuler tout ce qui est génération du glucose et ils vont inhiber tout ce qui est consommation du glucose. C'est-à-dire, ils vont activer la glycogénolyse, vont activer la lipolyse, vont activer la néoglucogénèse et en contrepartie vont inhiber la glycogénogenèse et la lipogenèse. Même chose pour le glucagon, sauf que le glucagon, c'est une hormone pancréatique. Par contre, l'adrénaline, elle provient du système sympathique et de la médullo-surrénale. Le glucagon est synthétisé par les cellules alpha du pancréas. Même chose, il agit via un récepteur couplé à la protéine G par génération de la AMP cyclique. Même action que l'adrénaline. Glucagon hyperglycémiant, il va vous stimuler tout ce qui est génération du glucose, tel que la glycogénolyse, tel que la néoglucogenèse et la lipolyse. Il va vous inhiber tout ce qui est consommation du glucose, à savoir la glycogénogenèse et la lipogenèse. Bien sûr, il y a d'autres hormones régulateurs qui sont la TSH, la GH, le cortisol, les hormones thyroïdiennes qui aussi participent à la régulation, bien sûr avec un effet moindre, à la régulation de la glycémie. Maintenant, donc on a dit qu'il y a un équilibre entre la synthèse et la consommation du glucose et tout dérèglement dans synthèse et consommation du glucose, donc ça va créer un état pathologique, soit un état d'hyperglycémie ou bien un état d'hypoglycémie, donc tout en sachant que la glycémie, elle a une zone de normalité de 0,7 à 1,10. Au-delà de la zone de normalité, c'est le diabète sucré. Et au-dessous, c'est l'hypoglycémie. Bien sûr, il y a un intervalle intermédiaire entre 1,10 et 1,26 qui est l'intolérance au glucose. Donc 0,7, 1,10 c'est le normal, supérieur à 1,26 c'est le diabète, entre les deux c'est l'intolérance. Même chose pour l'hypoglycémie, inférieure à 0,5 c'est l'hypoglycémie. Bien sûr, le diabète sucré se définit par une triade qui est l'hyperglycémie. Vous avez une hyperglycémie, vous avez une perturbation des glucides, des lipides et des protéines. Attention, dans le diabète sucré, il n'y a pas uniquement le trouble du métabolisme des glucides. Il y a trouble du métabolisme des glucides, des lipides et des protéines. Pourquoi? Parce qu'on a vu que l'insuline, qui est l'hormone qui est à l'origine du diabète sucré, elle agit sur le métabolisme des glucides, sur le métabolisme des lipides, sur le métabolisme des protéines. Donc, en cas de diabète, les trois métabolismes sont touchés et au fil des années, donc ces malades-là ont tendance à développer des complications qui peuvent être rénales, oculaires, neurologiques, cardiovasculaires, prématurées. Les critères maintenant diagnostiques sont bien connus, donc tout diabète, tout diagnostic du diabète, il se pose devant une glycémie supérieure à 1,26
mais à condition que ça soit à 2 reprises, c'est-à-dire on ne pose pas le diagnostic d'un diabète à partir d'un seul prélèvement, mais on confirme sur un deuxième prélèvement. Donc, 2 glycémies supérieures à 1,26, c'est un diabète, ou bien une glycémie à n'importe quel moment de la journée qui est supérieure à 2 grammes litres, mais qui est confirmée aussi. Donc, toujours glycémie confirmée. Dernièrement, on a introduit un nouveau critère diagnostique en utilisant l'HbA1c. Donc, un malade avec une hémoglobine glyquée supérieure à 6,5, c'est un diabète. Bien sûr, confirmé sur un deuxième prélèvement. Et un malade avec une hémoglobine glyquée entre 6 et 6,5, on dit que c'est un malade avec haut risque de développer un diabète, c'est-à-dire un malade avec intolérance. D'accord? Donc, intolérance, c'est 6 à 6,5, diabète, c'est supérieur à 6,5. Et à partir donc de 2010, l'ADA, donc, qui est l'Association américaine du diabète, a encore baissé les seuils, c'est-à-dire supérieur à 6,5 خلاوها diabète, et l'intolérance au glucose darouha entre 5,7 et 6,5%. D'accord, étant donné que l'hémoglobine glyquée est exprimée en pourcentage. Donc 5,7 à 6,5, c'est une intolérance, ou bien haut risque, dysglycémie à haut risque de survenue de diabète. Et au-delà de 6,5, c'est un diabète. Attention, à condition que l'hémoglobine glyquée soit dosée avec la méthode de référence qui est l'HPLC. D'accord? Donc, c'est pour ça, avant d'utiliser l'hémoglobine glyquée comme critère diagnostique, il faut s'assurer qu'elle soit dosée par la méthode de référence qui est l'HPLC. Parce que tous ces seuils-là sont déterminés pour la méthode de référence qui est l'HPLC. Maintenant, la clinique, vous la connaissez, donc du diabète, c'est l'amaigrissement, c'est l'asthénie, c'est le syndrome polyuropolydipsique, c'est l'hyperphagie. Mais la clinique, elle n'est pas très parlante donc vous le savez, donc pour le diabète de type 2, elle est beaucoup plus parlante pour le diabète de type 1 parce que le diabète type 1, vous avez des glycémies qui sont trop élevées, d'accord? Plusieurs types de diabète existent, on ne va pas s'attarder là-dessus, vous les connaissez, donc diabète de type 1, le diabète de type 2, le diabète gestationnel et les autres types de diabète. Donc, diabète de type 1, ce qu'il faut retenir, donc, c'est le diabète juvénile ou insulinodépendant qui a un terrain d'auto-immunité, c'est-à-dire il y a des auto-anticorps anti-insuline, auto-anticorps anti-glutamate décarboxylase, auto-anticorps anti-îlot de Langerhans. Donc, il y a un terrain d'auto-immunité avec une prédisposition HLA. D'accord? Dans le diabète de type 1 qui touche les jeunes. Voilà, donc le diabète de type 1, là, ça récapitule. Donc, diabète de type 1, moins fréquent, l'autre, il est plus fréquent. Il y a un terrain d'auto-immunité dans le diabète de type 1, il n'y a pas un terrain d'auto-immunité de diabète de type 2. Il y a une prédisposition HLA dans le diabète de type 1, il n'y a pas de prédisposition HLA dans le diabète de type 2. Par contre, l'hérédité, elle est plus franche dans le diabète de type 2 et elle est moins franche dans le diabète type 1. C'est-à-dire, si on a un parent, papa ou maman qui est diabétique de type 2, on a à peu près 60% de risque. On a 60% de risque de faire un diabète de type 2. Par contre, si on a une maman ou un papa qui est diabétique de type 1, on a 5% de risque de faire un diabète de type 1. D'accord? Donc, l'hérédité, elle est plus franche dans le diabète de type 2. Aussi, dans le diabète de type 1, pour l'âge, c'est ça pour les jeunes et l'autre pour les âgés. Le poids, il est normal dans le diabète de type 1. Par contre, souvent, le diabète de type 2 est associé à une obésité. D'ailleurs, l'obésité, c'est un facteur de risque de développer un diabète de type 2.
Aussi, le diabète de type 1, il est d'installation brutale et rapide. C'est-à-dire, aujourd'hui, je n'ai rien. Demain, je peux devenir diabétique si j'ai un facteur favorisant. Par exemple, un enfant qui a reçu un choc émotionnel, un enfant qui a eu un incident, d'accord, qui a fait qu'il déclenche le processus auto-immun et donc l'apparition du diabète de type 1. Par contre, le diabète de type 2, c'est un diabète qui s'installe progressivement. D'accord, s'installe progressivement sur plusieurs années, donc il est d'apparition insidieuse. Les signes cliniques sont plus parlants dans le diabète de type 1. On voit bien la polyurie, la polydipsie, la polyphagie, d'accord. Elle est encore moins prononcée dans le diabète de type 2, la clinique. D'ailleurs, souvent, le diabète de type 2, il est de découverte fortuite, c'est-à-dire ils n'ont jamais senti quelque chose, on va faire des analyses pour exploration routinière, on va trouver une glycémie qui est élevée contrairement au diabète de type 1 où l'installation elle est brutale. Plus souvent ils font une un coma acidocétosique ou bien une acidocétose et qui fait qu'on découvre qu'ils font un diabète de type 1. Voilà, donc le plus important entre les deux, c'est l'âge d'apparition. Là, il y a auto-immunité, là, il n'y a pas auto-immunité. Il y a l'HLA ici, il n'y a pas l'HLA, la prédisposition HLA. Il y a aussi dans le diabète de type 2, il y a la notion d'obésité qui prédispose à faire un diabète de type 2, contrairement au diabète de type 1. Donc ça, c'est notre routine de tous les jours, diabète de type 1 et diabète de type 2. Maintenant, il y a d'autres types de diabète, tels que le diabète maudit. Le diabète maudit, donc pour Maturity Onset Diabetes of the Young, donc ça touche les personnes avant l'âge de 25 ans. Il est non insulino-traité, c'est-à-dire on ne le traite pas par l'insuline, malgré qu'il apparaît chez les personnes jeunes. C'est un diabète héréditaire. Il est à transmission autosomique dominante, caractérisé, donc c'est des maladies rares, d'accord? Donc c'est des maladies rares, caractérisées par la présence de diabète de la maladie sur plusieurs générations, parce qu'ADIA, c'est la caractéristique de la transmission autosomique dominante. Quand vous avez une maladie à transmission autosomique dominante, تصيبوها sur plusieurs générations. ما تروحش كاع la maladie, تصيبوه chez les grands-parents, chez les papas et les enfants et les petits-enfants. Vous avez toujours des 50% de la fratrie qui est atteinte. Ça, en génétique, c'est une caractéristique d'une maladie à transmission autosomique dominante. Sur plusieurs générations, 50% de la fratrie atteint. Là, c'est dû à une mutation de certains gènes, dont le plus fréquent, c'est le diabète maudit 2, qui est dû à une mutation du gène qui code pour la glucokinase, située sur le chromosome 7, bien qu'il y a d'autres types de maudits qui sont moins fréquents. Aussi, on peut avoir un diabète par cytopathie mitochondriale. Donc, tout ce qui est diabète par cytopathie mitochondriale, c'est un diabète qui s'intègre dans un syndrome. C'est-à-dire, vous avez plusieurs signes, y compris l'hyperglycémie. Par exemple, là, le syndrome de Mills, vous avez les signes neurosensoriels surdités, des signes neuromusculaires, plus le diabète. Dans le syndrome de Wolfram, vous avez affection neurodégénérative, vous avez un diabète insipide, un diabète sucré, une atrophie optique. C'est tout un syndrome qui aussi intègre le diabète ou bien l'hyperglycémie. On peut avoir aussi un diabète par défaut génétique d'action de l'insuline. C'est-à-dire l'insuline, elle est là, elle n'est plus le problème, mais que vous allez au niveau du récepteur de l'insuline, que j'ai dit que c'était un récepteur à activité tyrosine kinase, le récepteur, il est muté. Ça, on l'appelle le syndrome de résistance majeure à l'insuline. À ne pas confondre avec la résistance à l'insuline du diabète de type 2. Diabète de type 2, vous avez une résistance à l'insuline qui n'est pas
qui n'est pas majeure, d'accord? Elle commence petit à petit. Dans le diabète de type 1, vous n'avez pas de résistance à l'insuline, mais vous avez plutôt une insulinopénie. Là, dans le défaut génétique d'action d'insuline, vous avez une résistance majeure de l'insuline et qui apparaît dès l'enfance. C'est des formes pédiatriques. Chez l'enfant, vous trouvez insulinémie normale, hyperglycémie. Où est le problème? Le problème, c'est que l'enfant il a une mutation de son récepteur à l'insuline. Il peut avoir des diabètes secondaires, un diabète pancréatique, étant donné que le pancréas, c'est lui qui sécrète l'insuline. En cas de pancréatite, cancer du pancréas, toute pathologie qui touche le pancréas peut être accompagnée d'une hyperglycémie. Aussi, l'hyperglycémie, on peut la rencontrer dans certaines endocrinopathies, telles que le syndrome de Cushing. On sait très bien que le syndrome de Cushing, c'est un excès de cortisol. Le cortisol, il est hyperglycémiant. En cas de glucagonome, c'est-à-dire adénome hypersécrétant du glucagon. Non, il y a plusieurs endocrinopathies, vous devez connaître, qui sont accompagnées d'une hyperglycémie. Et là, si on traite la pathologie d'origine, la pathologie à l'origine de l'hyperglycémie, la glycémie, elle peut rentrer dans l'ordre. Là, c'est réversible. C'est pas comme dans le diabète de type 1, diabète de type 2, diabète maudit et défaut génétique d'action de l'insuline. Là, c'est irréversible. Par contre, là, dans le diabète pancréatique et les endocrinopathies, là, c'est un diabète qu'on dit secondaire. C'est-à-dire, si on traite la cause primaire, la glycémie, elle peut rentrer dans l'ordre. Aussi, vous avez des hyperglycémies qui sont induites par des médicaments. Même chose, si on arrête le médicament, la glycémie, elle peut rentrer. Par exemple, la prise de glucocorticoïdes, la prise de certains diurétiques thiazédiques, autres médicaments, les agonistes bêta-adrénergiques. Donc, cela entraîne une hyperglycémie qui peut être réversible. Aussi, vous avez des hyperglycémies secondaires aux infections, les hyperglycémies qui sont liées à des maladies du système immunitaire, aussi certaines maladies génétiques telles que le syndrome de Klinefelter. D'accord? Donc, ceux-là sont rares par rapport au diabète de type 1 et diabète de type 2. Dernier type de diabète, c'est le diabète gestationnel que normalement aussi vous connaissez. Donc, c'est un trouble de la tolérance du glucose, mais qui a débuté ou bien diagnostiqué pendant la grossesse. Attention, là, il y a deux entités. Soit il a débuté pendant la grossesse ou bien il a été diagnostiqué pendant la grossesse. Quand je dis qui a débuté ou bien qui a été diagnostiqué, là, il y a deux possibilités. Soit c'est un diabète patent, le plus souvent de type 2, préexistant à la grossesse et qui est découvert seulement à l'occasion de celle-ci. Et ce type-là, il va persister après l'accouchement, ou bien c'est une vraie anomalie de tolérance glucidique qui est secondaire à la grossesse et qui va disparaître le plus souvent après accouchement. Donc, diabète gestationnel, il englobe deux entités. Soit un diabète préexistant qu'on va découvrir à l'occasion de la grossesse, ou bien une vraie intolérance au glucose qui apparaît pendant la grossesse. Là, bien sûr, il y a différents facteurs de risque qui exposent à faire un diabète gestationnel. Et ce qui nous intéresse, c'est la stratégie diagnostique selon l'OMS. Donc, la stratégie de diagnostic du diabète gestationnel, c'est bien de faire une glycémie à jeun le premier trimestre de la grossesse. Donc, dès le premier trimestre de la grossesse, je fais une glycémie à jeun. Si ma glycémie à jeun est supérieure à 1,26 g/litre, c'est un diabète antérieur à la grossesse, c'est-à-dire préexistant. Si je fais une glycémie à jeun pendant le premier trimestre de la grossesse et que je trouve une glycémie supérieure à 0,92 mais inférieure à 1,26, parce que là, si c'est supérieur à 1,26, c'est un antérieur. Si je trouve une glycémie à jeun supérieure à 0,92 mais inférieure à 1,26, je pose le diagnostic du diabète gestationnel. Maintenant, si je fais bien sûr, toutes les glycémies doivent être confirmées sur un deuxième prélèvement. Si je fais une glycémie à jeun, je la trouve inférieure à 0,92. Je ne vais pas dire que
la dame ne va pas faire un diabète gestationnel, mais on dit qu'il faut faire une AGPO, AGPO 75 grammes entre la 24e et la 28e semaine d'aménorrhée. C'est-à-dire là, je vais lui dire que c'est bon, votre glycémie est bonne pour le moment, mais il faudra revenir entre la 24e et la 28e semaine pour faire une hyperglycémie provoquée par voie orale pour justement dire qu'il y a diabète gestationnel ou bien il n'y a pas diabète gestationnel. Ça, c'est la stratégie pour le diagnostic diabète gestationnel. S'il y a une situation intermédiaire entre diabète et non-diabète, c'est l'intolérance au glucose. C'est lorsque vous avez une glycémie qui n'est pas normale, mais qui n'est pas non plus assez élevée pour dire que c'est un diabète. Là, la glycémie est comprise entre 1,10 et 1,26 grammes litre, ou bien une AGPO, une glycémie après prise de glucose entre 1,40 et 2 grammes litre, ou bien une hémoglobine glyquée entre 5,7 et 6,5%. Là, on parle d'intolérance au glucose et c'est un problème de santé publique. Pourquoi? Parce que ça expose, le malade ne sait pas, on ne sait pas est-ce qu'il faut traiter le malade, ne pas le traiter. On ne le traite pas, on préconise un régime, il ne respecte pas le régime. Et le fait que sa glycémie traîne à des seuils un peu élevés, donc ça expose le malade à faire des complications, particulièrement les complications cardiovasculaires. Donc, les complications du diabète sont nombreuses. Donc, vous avez des complications qui sont aiguës et des complications qui sont chroniques. Ce qui nous intéresse, c'est surtout l'aigu parce qu'en biochimie, il y a un moyen d'explorer. Il y a un moyen d'explorer ces complications. Donc, la principale complication et la plus grave, c'est l'hypoglycémie. D'accord? L'hypoglycémie qui touche beaucoup plus les diabétiques de type 1, par exemple une prise d'une dose d'insuline, un surdosage d'insuline, puisqu'on prend de l'insuline puisqu'il en faut, on risque de tomber dans un état d'hypoglycémie qui est la complication aiguë la plus grave. On peut faire aussi un coma acidocétosique, c'est une complication caractéristique du diabète de type 1, et là, ce coma acidocétosique est caractérisé par une hyperglycémie. Vous avez une hyperglycémie. Vous avez une hypercétonémie, production des corps cétoniques. Pourquoi? Parce qu'on est en hyperglycémie, mais la cellule ne peut pas avoir le glucose pour avoir de l'énergie, donc elle va utiliser les triglycérides et la dégradation des acides gras. Et la dégradation des acides gras donne les corps cétoniques. Donc, on va avoir une hypercétonémie et une acidose. Pourquoi? Parce que parmi les corps cétoniques, vous avez l'acide acétoacétique et l'acide bêta-hydroxybutérique qui sont des acides qui vont acidifier le milieu et qui vont donner une acidose. Ça, c'est le coma acidocétosique. Sur le plan biochimique, ce qui nous intéresse, c'est que vous avez au niveau des urines une cétonurie, présence de corps cétoniques, donc sur bandelette, corps cétonique plus que 3 croix. Présence d'une glucosurie parce que vous avez une hyperglycémie, une glycémie qui est élevée, donc supérieure à 13 millimoles, c'est l'équivalent de 2,5 grammes, une acidose, une atrémie variable, elle peut être élevée, elle peut être normale, une déplétion postactique constante, c'est-à-dire un taux de potassium qui est bas. On peut faire aussi un coma hyperglycémique hyperosmolaire qui touche surtout les malades diabétiques de type 2. Là, c'est la même chose. Vous avez un coma qui est secondaire à une hyperglycémie, mais là, il n'y a pas de production de corps cétonique. Pourquoi? Parce que les diabétiques de type 2, ont une absence d'insuline. Ils ont une résistance à l'insuline avec une légère insulinopénie, c'est-à-dire un peu d'insuline qui peut prévenir la dégradation des triglycérides. Donc, vous n'avez pas de corps cétonique. Par contre, vous avez une très franche hyperglycémie et la gravité de ce type de coma, c'est bien la déshydratation des cellules du système nerveux central, d'accord? Déshydratation des cellules nerveuses. Sur le plan biologique, vous avez une hyperglycémie très franche. Elle est dans les 7 grammes.
les 7 grammes litres. Le sodium, il est élevé, c'est pour ça on a une déshydratation du système nerveux, des cellules du système nerveux central. Le potassium, il est souvent élevé, l'urée, elle est élevée, les réserves alcalines sont élevées. Là, vous avez à la place d'une acidose, vous avez une alcalose. Le pH, il est élevé. Il n'y a pas de production de corps cétonique. Le rapport sodium urinaire sur potassium urinaire est inférieur à 1, ce qui signe que ces malades-là peuvent faire une insuffisance rénale fonctionnelle parce qu'ils sont déshydratés. Et l'osmolarité, elle est élevée. Pourquoi? Parce que la glycémie est trop élevée. On peut faire aussi une acidose lactique. Là, c'est surtout ça apparaît chez les personnes diabétiques de type 2 sous metformine ou glucophage. Pourquoi? Parce que le glucophage, c'est un inhibiteur de la néoglucogénèse. D'accord? Inhibiteur de la néoglucogénèse. Maintenant, si vous avez du pyruvate et du lactate, et que ces pyruvates et lactates ne sont pas utilisés dans la néoglucogénèse, donc le pyruvate, il sera automatiquement transformé en lactate. D'accord? Pyruvate, lactate. Lactate, il ne rejoint pas la néoglucogénèse parce qu'elle est inhibée par le glucophage. Et là, on risque de tomber, risque de faire une acidose lactique. Sur le plan biochimique, vous avez une acidose métabolique avec un pH bas, bien sûr. Les bicarbonates sont bas et le trou anionique, il est élevé. C'est-à-dire c'est une acidose par gain d'acide, qui est l'acide lactique. Les complications chroniques, on en passe, c'est les microangiopathies, néphropathies, rétinopathies, les macroangiopathies, les accidents thromboemboliques, le pied diabétique dans d'autres complications, etc. Sur l'exploration maintenant biochimique du diabète, vous avez des paramètres qui permettent l'hémoglobine glycée pour le diagnostic parce que ce n'est pas tous les laboratoires qui utilisent la méthode de référence pour le dosage de l'hémoglobine glycée. Donc, on reste un petit peu réticent pour l'utilisation de l'hémoglobine glycée comme paramètre de diagnostic. Les plus communément utilisés, c'est la glycémie à jeun et la GPO, l'hyperglycémie provoquée par voie orale. Donc, il faut, donc, pour faire une glycémie, donc le prélèvement, il doit être fait à jeun, sauf prescription particulière. Par exemple, si je demande une glycémie postprandiale, ça se fait sur du sang veineux. Et on peut faire aussi une glycémie sur des micro-prélèvements, tels qui est la pratique sur les glucomètres utilisés par les malades. Le dosage de la glycémie, il se fait par différentes méthodes. Donc actuellement, on utilise des méthodes enzymatiques, dont la méthode la plus utilisée, c'est la méthode GODPAT. Par tous les laboratoires, c'est GODPAT. Et la méthode de référence, c'est la méthode à l'hexokinase. Il y a une autre méthode à la glucose déshydrogénase. Bien sûr, il y a d'autres méthodes qui sont utilisées par les glucomètres à bandelettes. Il y a une autre méthode de dosage qui est dans une étape expérimentale, qui est l'ionophorèse. Pour ça, c'était pour la glycémie. Deuxième paramètre de diagnostic, c'est la GPO. La GPO, il y a deux indications de la GPO. Soit on dit une femme enceinte, entre la 24e et la 28e semaine, et je veux chercher un diabète gestationnel, ou bien on est une personne, homme ou femme, qui a une intolérance au glucose. Donc, soit intolérance au glucose, Mattei malade avec une glycémie entre 1,10 ou 1,26, je ne sais pas si c'est un diabétique ou non, ou bien une femme enceinte à la recherche du diabète gestationnel. Voilà les deux indications de la GPO.
Maintenant, si c'est une intolérance au glucose, je fais une AGPO, je fais une glycémie à jeun et j'ingère une charge de glucose qui est de 75 grammes chez l'adulte et de 1,75 grammes par kilo chez l'enfant. Ensuite, je vais refaire le prélèvement chez ce même malade après 2 heures de la prise de la charge. D'accord? Après 2 heures de la prise de charge, je refais le prélèvement et je dose ma glycémie. Si ma glycémie 2 heures après la charge est inférieure à 1,40, c'est une personne normale. Si elle est comprise entre 1,40 et 2 grammes, c'est une vraie intolérance au glucose. Si sa glycémie est supérieure à 2 grammes, on dit que c'est un diabète. D'accord? Maintenant, on voit toujours des prescriptions, bien des demandes de glycémie postprandiale. Sachez que la glycémie postprandiale est abandonnée. D'accord? En sachant qu'on reçoit toujours des ordonnances de collègues qui prescrivent la glycémie ou bien qui demandent la glycémie postprandiale alors qu'elle est abandonnée. Pourquoi elle est abandonnée? Parce qu'elle n'est pas sûre. Si on demande au malade de manger, donc de faire une glycémie, d'aller manger quelque chose, une ration alimentaire, il peut prendre un croissant qui contient des sucres lents et que sa glycémie ne va pas augmenter rapidement. Et du coup, je vais avoir un résultat faux. Donc, je ne suis pas sûre de la charge. Je ne suis pas sûre de la ration alimentaire que le malade va prendre. Par contre, si je fais une AGPO, c'est moi qui vais donner une charge de glucose bien déterminée de 75 grammes. Et là, je suis sûre qu'il l'a prise et qu'après 2 heures, je vais refaire le prélèvement. D'accord? Donc, la glycémie postprandiale est actuellement et depuis des années abandonnée. Pour maintenant, je peux demander aussi une AGPO pour une femme enceinte à la recherche du diabète gestationnel entre la 24e et la 28e semaine de grossesse. Et là, le protocole, il se fait comment? Je fais une glycémie à jeun chez la malade. Je lui donne la même charge qui est de 75 grammes et je refais cette fois-ci le prélèvement 1 heure après la charge et 2 heures après la charge. Donc, je fais 3 prélèvements et la glycémie, elle doit être dans l'intervalle que vous voyez, donc à jeun inférieur à 0,92, inférieur à 1,80 après 1 heure et inférieur à 1,53 après 2 heures. Et que si une valeur est supérieure aux normes, je pose diabète gestationnel. Je pose le diagnostic, du diabète gestationnel. Si entre la 24e semaine et la 28e semaine, vous faites une glycémie, vous la trouvez à 0,92 pile, c'est un diabète gestationnel. Pourquoi? Parce que ça doit être inférieur, mais c'est inférieur ou égal. Donc, si je trouve une glycémie à jeun 0,92, c'est un diabète gestationnel. 0,93, c'est un diabète gestationnel. Et même chose pour les autres valeurs. Une seule valeur supérieure aux normes suffit pour poser le diagnostic du diabète gestationnel. Les autres paramètres du diagnostic étiologique sont l'insulinémie et le peptide C. Là, c'est quand on pose le diagnostic pour la première fois. Parfois, c'est pas aussi simple de faire le diagnostic du diabète, faire la distinction entre diabète de type 1 et diabète de type 2. Pourquoi? Quittera par exemple l'âge d'apparition de 32 ans, 35 ans, 36 ans, là on est un petit peu, est-ce que c'est un diabète de type 1 qui est latent ou bien est-ce que c'est un diabète de type 2 qui est précoce? Et là, on demande le dosage de l'insulinémie. Parce que si c'est un diabète de type 1, l'insulinémie, elle sera effondrée. Parce que diabète de type 1, c'est absence d'insuline. Par contre, diabète de type 2, vous avez une insulinopénie. Donc, l'insuline, elle est présente, mais elle est faible. Donc, on fait le dosage de l'insulinémie, on fait le dosage du peptide C. Donc, les deux donnent le même renseignement, sauf qu'on préfère le peptide C parce que le peptide C, il a une durée de vie qui est plus longue, donc il est facile à doser. Ça. Donc,
il est facile à pratiquer, le dosage facilement pratiqué. Et aussi, il y a une autre, donc ça, c'est on les demande quand on diagnostique pour la première fois un diabète, dans un âge qui est un petit peu intermédiaire entre le diabète type 1 et le diabète type 2 aussi. Quand on suspecte la présence d'un insulinome, en général, quand on a un insulinome, c'est-à-dire un adénome, quand on a une hypersécrétion d'insuline, une dosée de l'insuline, et le malade fait des hypoglycémies. Le malade, cette fois-ci, au lieu du diabète, il vient pour hypoglycémie. On demande le dosage de l'insuline. On trouve l'insulinémie élevée. Maintenant, la question qui se pose, est-ce que cette insulinémie élevée est due à un insulinome, c'est-à-dire un adénome hypersécrétant d'insuline, ou bien l'insuline est injectée par voie iatrogène, c'est-à-dire c'est une insuline exogène, injectée par le malade. Pour trancher entre les deux, on fait les deux dosages en même temps, insuline et peptide C. Si insuline élevée et peptide C élevé, cela indique la présence d'un insulinome, c'est-à-dire un adénome. Si je fais le dosage de l'insuline, je le trouve élevé, et le peptide C bas, ça indique une insuline injectée par le malade. Parce que l'insuline qui est vendue, elle ne contient pas le peptide C. Le peptide C, il est contenu uniquement, il est physiologique, il n'est pas présent dans l'insuline médicamenteuse. Donc, si je trouve de l'insuline qui est augmentée, le peptide C effondré, c'est que cette insuline, elle est d'origine exogène. Elle a été injectée par le malade. Toujours dans le diagnostic étiologique, je peux faire le dosage des auto-anticorps toujours pour confirmer le diabète insulinodépendant ou bien diabète de type 1. Je recherche les auto-anticorps anti-îlot de Langerhans, les auto-anticorps anti-insuline, etc. Donc, pour confirmer le caractère, l'auto-immunité dans le diabète insulinodépendant. Maintenant, il y a des paramètres de surveillance. Non, pour le diagnostic, on a vu. Pour les paramètres de surveillance, il y a plusieurs, dont la glycémie. Donc, la glycémie, c'est un paramètre de diagnostic, c'est un paramètre aussi de surveillance. Mais le chef de file des paramètres de surveillance, vous le connaissez, c'est l'hémoglobine glyquée. L'hémoglobine glyquée, donc, c'est une globine glyquée, donc c'est une composante. Globine, c'est une protéine de l'hémoglobine qui est glyquée, auquel est lié le glucose. Donc, il faut savoir qu'elle est utilisée depuis plus de 30 ans et considérée comme le paramètre de référence pour la surveillance de l'équilibre glycémique. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le dosage de l'hémoglobine glyquée, il vous renseigne sur l'équilibre glycémique des 8 semaines. 8 semaines précédant le dosage de l'hémoglobine glyquée. Prélèvement pour hémoglobine glyquée, le résultat, il me renseigne sur la glycémie des 8 semaines avant ce jour-là. D'accord? Donc, l'hémoglobine glyquée, elle renseigne sur 2 mois précédant le dosage. Mais maintenant, d'après vous, pourquoi on la demande chaque 3 mois? Si elle renseigne sur 2 mois, pourquoi on la demande sur 3 mois? En fait, le fait de demander, est-ce que vous m'entendez? J'ai l'impression que je parle seul. Vous m'entendez en moi? Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, madame, on vous entend. Très bien, parce que là, j'ai l'impression que je parle seul. Voilà. Donc, ça renseigne sur 2 mois uniquement. Mais là, on la demande chaque 3 mois. C'est un consensus. C'est un consensus, maintenant, et faire.
pour ne pas, on va dire, alourdir la mission du malade. Parce que demander une hémoglobine glyquée, faire un bilan et un contrôle chez le médecin chaque 2 mois, c'est un peu trop. Donc, chaque 3 mois, c'est un consensus. Mais en réalité, l'hémoglobine glyquée, elle renseigne sur les 2 mois précédant le prélèvement. Là, c'est la structure de l'hémoglobine, on ne va pas rentrer là-dessus. Tout ça pour vous dire qu'il y a plusieurs types d'hémoglobine, que l'hémoglobine glyquée, on l'appelle hémoglobine A1C parce qu'il y en a d'autres, A1A, A1B et A1C. Et A1C, elle représente la fraction d'hémoglobine auquel est relié le glucose. Et elle a une moyenne de 4 à 6%. C'est pour ça les normes de l'hémoglobine glyquée, c'est 4 à 6%. Parce que l'hémoglobine glyquée représente 4 à 6% de l'hémoglobine totale du malade. Voilà, donc tout ça c'est pour dire, oui, en fait la valeur de l'hémoglobine glyquée, elle dépend de 2 paramètres. كيفاش تخرج لي 4 تخرج لي 5 تخرج لي 6 تخرج لي 7 تخرج لي 8. Donc elle dépend de 2 paramètres, la valeur de l'hémoglobine glyquée. Elle dépend de la glycémie. Donc plus la glycémie est élevée, plus l'hémoglobine glyquée est là. Et elle dépend aussi de la durée de vie des globules rouges. On sait très bien que la durée de vie des globules rouges, elle est de 120 jours. Donc elle dépend de la glycémie et de la durée de vie des globules rouges. Et donc, on rappelle que donc, la demande de l'hémoglobine glyquée, elle se fait tous les 3 mois selon un consensus des sociétés savantes. Maintenant, pour les méthodes de dosage de l'hémoglobine glyquée, ça c'est important dans le sens qu'il y a plusieurs. Vous voyez très bien qu'il y a plusieurs méthodes de dosage de l'hémoglobine glyquée. Et qu'en fait, il y a 2 qui sont les méthodes de référence. Il y a l'HPLC qui est plus accessible, mais c'est pas en Algérie. Ailleurs, c'est tout le monde qui fait HPLC. En Algérie, c'est pas tout le monde qui fait HPLC. Et deuxième méthode de référence, c'est faire hémoglobine glyquée par spectro de masse. Là, elle n'est pas du tout accessible parce qu'il y a un matériel qui est très cher. Mais HPLC, il y a des labos qui font HPLC, il y en a qui ne font pas. Pour utiliser l'hémoglobine glyquée comme moyen diagnostique, votre hémoglobine glyquée soit. Donc, il faudra exiger ou bien demander au laboratoire de mettre la méthode avec laquelle il dose son hémoglobine glyquée. Il y a la méthode immunoturbidimétrique, si c'est une méthode HPLC, donc pour pouvoir utiliser l'hémoglobine glyquée comme moyen diagnostique. Bien sûr, il y a une corrélation, normalement vous la connaissez, entre les valeurs de l'hémoglobine glyquée et la glycémie moyenne. Donc, si un malade il a une hémoglobine glyquée de 6%, c'est-à-dire sur les 8 semaines précédant le prélèvement, il avait une glycémie qui tourne autour de 1,25. Même chose pour 7%, pour 8% et pour 9%, tout en sachant que pour un diabétique, on a un objectif thérapeutique, pas des normes, mais plutôt un objectif thérapeutique. Donc la glycémie, elle doit être inférieure à 7%. Il y a un autre paramètre de surveillance qui est la fructosamine. Donc, vous avez principal moyen de contrôle de la glycémie, c'est l'hémoglobine glyquée. Deuxième moyen, c'est la fructosamine. C'est le même principe que l'hémoglobine glyquée. Donc, l'hémoglobine glyquée, c'est la globine qui est glyquée. Dans la fructosamine, ce sont les protéines, représentent les protéines sériques glyquées. D'accord? Donc, toutes les protéines, albumine, orosomucoïde, aptoglobine, donc toutes les protéines qui existent dans la circulation sanguine peuvent être glyquées. Maintenant, ils sortent le glucose. On les appelle fructosamines. Et à ce moment-là, on va les doser. Et donc, qui tu fais esmha fructosamine, ça n'a rien à voir avec le fructose. D'accord? Elle est appelée hectecbark. En réalité, c'est les protéines qui sont glyquées. Maintenant, elles sortent le glucose. Elle est dosée par une méthode simple colorimétrique. Celle-là, elle renseigne
sur la glycémie elle renseigne sur l'équilibre glycémique de 1 à 3 semaines précédant le prélèvement. Maintenant, prélèvement de fructosamine, elle va me renseigner sur l'équilibre glycémique d'1 à 3 semaines précédant le prélèvement, contrairement à l'hémoglobine glyquée qui renseigne sur l'équilibre glycémique des 8 semaines précédant le prélèvement. Maintenant, d'après vous, mais bon, je sais que vous n'allez pas me répondre, donc quand est-ce qu'on demande les fructosamines? Fructosamines, en général, on les demande chez les malades qui ont un problème dans leur hémoglobine. D'accord? Par exemple, une malade, la femme enceinte. Chez la femme enceinte, on ne demande pas hémoglobine. On voit toujours des ordonnances de demande d'hémoglobine glyquée chez la femme enceinte. Alors que chez la femme enceinte, on ne doit pas demander l'hémoglobine glyquée, on doit demander la fructosamine. La femme enceinte, elle est en hémodilution. Elle peut faire une anémie secondaire à sa grossesse. Souvent, elles font une anémie. Donc, on ne demande pas l'hémoglobine glyquée. Elle sera faussement élevée ou bien faussement basse. D'accord? On demande les fructosamines chez une femme enceinte. Aussi pour les malades qui ont des hémoglobinopathies, les thalassémiques, les drépano, d'accord. Donc cela, on n'utilise pas l'hémoglobine glyquée. Leur hémoglobine est déjà pathologique, donc logiquement le résultat il sera faux. On demande la fructosamine chez les malades avec anémie, chez les malades en hémolyse qui ont une hémolyse leurs globules rouges, donc le résultat il sera faux. Aussi, quand est-ce qu'on demande fructosamine? C'est quand on veut, par exemple, un malade Aoudjani, où j'ai commencé une thérapeutique, je lui donnais par exemple du glucophage, bien de l'insuline, j'ai commencé une thérapeutique, et que le malade revient dans 1, 2 semaines, 3 semaines, en vous disant que ça répond pas, que sa glycémie est toujours élevée, ou bien elle diminue beaucoup, il est en train de faire des hypoglycémies, donc il y a un surdosage. Bref, donc j'ai besoin d'avoir une information sur l'efficacité thérapeutique sur une courte durée. Si je veux avoir un renseignement sur l'efficacité thérapeutique sur une courte durée, je ne demande pas l'hémoglobine glyquée. L'hémoglobine glyquée, elle me renseigne sur 2 mois le prélèvement. Et du coup, je demande la fructosamine qui renseigne sur l'équilibre glycémique de 1 semaine à 3 semaines. Donc, je peux avoir une idée plus ciblée sur la période de traitement pour le malade et avoir justement savoir si c'était efficace, très efficace, pas du tout efficace, et je peux adapter la posologie ou bien changer la stratégie carrément thérapeutique. Aussi, dans les paramètres de diagnostic, les paramètres de surveillance, il y a un paramètre urinaire qui est la microalbuminurie, qui est actuellement plus communément appelée l'ACR, ACR pour le ratio albuminurie-créatinurie. Donc, c'est quoi une microalbe? C'est une petite protéinurie. En général, chez une personne normale, on retrouve les protéines à l'état de trace. Maintenant, ça peut augmenter un petit peu et cette augmentation anormale, on l'appelle microalbuminurie. C'est l'étape entre normalbuminurie et protéinurie. Donc, le malade protéinurique, il a un problème rénal, ou bien normalbuminurique. Entre les deux, il y a cette étape de microalbuminurie qui permet donc en fait le diagnostic précoce de la néphropathie diabétique ou bien hypertensive. Pour les valeurs de référence de la microalbe, donc on parle de normoalbuminurique, c'est le malade, il a une albuminurie inférieure à 30 mg par 24 heures ou 30 mg par gramme de créa. Microalbe, c'est 30 à 300 mg, même chose, même unité, milligrammes par 24 heures ou milligrammes par gramme de créa. Ou bien macroalbuminurique, ou bien malade avec protéinurie, si le chiffre est au-delà de 300 mg par gramme de créa. Aussi, on utilise la glycosurine, mais elle n'a pas une grande importance.
surtout utilisé par le malade, dont l'autocontrôle par les bandelettes réactives. Toujours dans le bilan de surveillance, on demande un bilan rénal, on demande un bilan lipidique parce que ça fait partie des complications du diabète. Donc tout ça, on a terminé avec les hyperglycémies, qui est le chapitre, on va dire, le plus volumineux. Il y a aussi dans les glucides les hypoglycémies. Les hypoglycémies, donc c'est la diminution de la glycémie au-dessous de 0,5 g/litre, avec présence de signes les signes de neuroglucopénie, céphalée et compagnie, et que le malade, les symptômes se corrigent si on arrive à normaliser la glycémie. Donc il fait une hypo avec tous les signes, on lui donne un bout de sucre, ça peut rentrer, ça rentre dans l'ordre. Donc disparition des signes après, rétablissement de la glycémie. Sur le plan physiopathe des hypoglycémies, l'hypoglycémie, elle peut être secondaire à une carence d'apport ou bien d'absorption. Donc, c'est soit j'apporte pas assez par exemple, une malnutrition, ou bien un défaut d'absorption, par exemple, un syndrome de malabsorption, maladie cœliaque, Crohn, un syndrome de malabsorption. Ça peut être secondaire à des troubles métaboliques qu'on va voir, à des troubles de régulation qu'on va voir aussi, ou bien à des causes hépatotoxiques. Donc, pour l'apport et l'absorption, on l'a dit, soit un jeûne prolongé, malnutrition, intolérance au gluten, cœliaque. Ou bien, l'hypoglycémie, elle peut être due à des troubles métaboliques, des troubles de la glycogénolyse, par exemple, tel le cas des glycogénoses de type 3 et de type 4. Donc, c'est des maladies héréditaires qui touchent le métabolisme du glycogène, qui sont rares. D'accord? Glycogénolyse type 3 ou type 4, pas 4, pardon, 6. Un trouble de la néoglucogénèse, de la glycogénogenèse, soit par carence en glucose 6-phosphatase, qu'on appelle glycogénose type 1, déficit en fructose phosphatase, donc là ça touche le métabolisme du fructose, ou bien déficit en phosphoénol pyruvate carboxylase, c'est une enzyme clé de la néoglucogénèse, ou bien un déficit en pyruvate carboxylase. Tout ça fait que ces déficits-là vont faire que il n'y a pas de néoglucogénèse, pas de synthèse du glucose à partir de dérivés non glucidiques, et donc hypoglycémie. Et je rappelle, donc ceux-là sont des déficits héréditaires rares, mais ils existent. Aussi chez le malade avec intolérance au fructose, intolérance au galactose, qui apparaissent chez l'enfant, mais aussi toujours maladie héréditaire rare. Ou bien chez certains malades avec aminoacidopathie, tel que le cas des leucinoses ou bien les tyrosinoses. Maintenant, le plus communément rencontré, c'est les troubles de régulation, l'hyperinsulinisme, qui est responsable d'hypoglycémie. L'hyperinsulinisme, il peut être pharmacologique, dans le cas de diabète traité par l'insuline, et on injecte une quantité des unités d'insuline plus qu'il en faut, on risque de faire une hypoglycémie. Ou bien on prend un surdosage d'antidiabétiques oraux, ça peut aussi donner des hypoglycémies. Ça peut être aussi un hyperinsulinisme par tumeur pancréatique hypersécrétante d'insuline, l'insulinome. Aussi, ça peut être un hyperinsulinisme extra-pancréatique, c'est-à-dire sécrétion, présence d'un processus tumoral. Processus tumoral extra-pancréatique, mais qui se met à synthétiser excessivement l'insuline. Aussi, l'hypoglycémie, elle peut être secondaire à certaines maladies endocriniennes, telles que l'insuffisance hypophysaire tumorale, le déficit en GH. On sait très bien que la GH, elle est hyperglycémiante. Si j'ai un déficit, je peux faire une hypo. Le déficit ou non-réponse à l'ACTH qui stimule la sécrétion du cortisol, et le cortisol, il est hyperglycémiant. Donc, si pas d'ACTH, pas de cortisol, je risque de faire une hypoglycémie. Je fais aussi ça peut être secondaire à une hyperplasie congénitale des surrénales. Donc, c'est une maladie toujours héréditaire qui touche la voie de synthèse du cortisol.
Et ça peut être aussi secondaire à une insuffisance surrénalienne, donc pas d'adrénaline. Et donc, je risque de faire des hypoglycémies, mais je répète que le plus souvent, donc ça tourne autour, dès que je trouve hypoglycémie sans explication, je demande le dosage en premier lieu, le dosage de l'insuline. Comme les hypoglycémies aussi, ça peut être idiopathique. On retrouve des personnes qui n'ont pas du tout ça, n'ont aucune cause d'hypoglycémie, donc c'est idiopathique. Et ça peut être aussi hypoglycémie par cause hépatotoxique. On sait très bien que le foie, il joue un rôle important dans la régulation de la glycémie. Résultat au début de la conférence que le foie, c'est lui qui fait la glycogénolyse, c'est-à-dire la dégradation du glycogène pour avoir le glucose, pour libérer le glucose dans la circulation sanguine, donc maintenir l'homéostasie du glucose. Maintenant, si je fais une hépatite, si je fais une cirrhose, j'ai une insuffisance hépatocellulaire, donc là, mon foie n'arrive pas à jouer ce rôle-là de régulateur de la glycémie. Donc ça peut être aussi une hépatite médicamenteuse ou bien une hépatite secondaire à l'hépatite chez les secondaires à la prise d'alcool. La clinique, je pense que je vous apprends rien là sur la clinique. Mieux grave. Les signes mineurs, ça varie entre tachycardie, palpitation, modification de la thymie, pâleur, sueur, froide, asthénie. Donc là, c'est toute la clinique de l'hypoglycémie. Ça peut aller à des signes graves qui vont de la confusion à des troubles du comportement et ça peut arriver jusqu'au coma hypoglycémique, donc qui est plus grave et dont le pronostic vital est mis en jeu. Voilà en tout, donc on a fait le tour sur l'exploration du métabolisme des glucides. Vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions? Il y a des questions dans les messages. Ah d'accord, je vais voir. Alors, on voit hémolyse pathologique. Hémolyse pathologique. Quoi, hémolyse pathologique? Quel est l'objectif des chiffres glycémiques qu'il faut atteindre à jeun pour quel moment de la journée au cours d'un traitement par les ADO? À n'importe quel moment de la journée pour un traitement par les ADO. Oui, là, quand on est diabétique, quand on est diabétique, on cherche plus à avoir une glycémie dans les normes. On cherche à avoir notre objectif thérapeutique. C'est le seuil qui m'a, par exemple, comme l'hémoglobine glyquée, objectif thérapeutique, comme 7, tout en sachant que 7, c'est pas les normes. Les normes, c'est 4 à 6%. 7, maintenant, c'est la valeur qui donne le moins de complications sur plusieurs années. Qui m'a, par exemple, pour l'hémoglobine glyquée, si vous avez des chiffres d'hémoglobine glyquée inférieurs à 7 pour un diabétique, vous avez un risque, par exemple, de 20% de faire une insuffisance rénale sur 20 ans, 10% de faire une maladie cardiovasculaire sur moins, par exemple, sur 15 ans. Et plus on diminue maintenant, si vous avez une glycémie une hémoglobine glyquée de 6%, là, les pourcentages, bien les risques de faire une complication vont baisser. Maintenant, l'objectif, chez un malade diabétique, l'objectif thérapeutique, il sert pour minimiser l'apparition
des complications et augmenter la durée d'apparition. Maintenant, au lieu de faire, par exemple, une insuffisance rénale au bout de 20 ans, il va la faire au bout de 30 ans, ou encore, il ne la fait pas du tout. D'accord? Là, c'est basé sur des études statistiques, à des objectifs thérapeutiques. Je vais lire un par un. Donc, hypoglycémie au cours du diabète rénal. On ne fait pas forcément une hypoglycémie dans le diabète rénal. Parce qu'attention, il y a des systèmes hyperglycémiants. D'accord? Il y a des systèmes hyperglycémiants. Il y a une fuite du glucose. Il y a des systèmes hyperglycémiants. Il y a le glucose, la prise, on aura tendance à beaucoup manger parce que la glycémie, il y a système. Donc, si elle n'est pas l'hypoglycémie, elle n'est pas, on va dire, systématique en cas de diabète rénal. Il y a une fuite de glucose, mais tu peux la compenser par autre chose. Donc, tu peux faire une hypo comme tu peux ne pas faire une hypoglycémie. Ça dépend aussi de la perte. Tu es en train de perdre combien de glucose? De la mutation. Est-ce que c'est une mutation totale du transporteur? Est-ce que c'est une mutation partielle? Est-ce qu'il réabsorbe un peu, il laisse passer un peu, ou bien il ne réabsorbe pas du tout? Donc, ça dépend. Supérieur ou bien supérieur ou égal. Donc, diabète, c'est une glycémie supérieure à 1,26, pas supérieure ou égal, supérieure à 1,26. Donc, entre 1,10 ou 1,26, c'est une intolérance. Maintenant, 1,26, c'est une intolérance, c'est pas un diabète. Supérieur à 1,26, 1,27, c'est un diabète. Un GPO était systématique. Donc la recherche du diabète gestationnel, donc il y a maintenant ceux qui demandent de la faire systématiquement chez toutes les malades. Systématiquement, chez toutes les malades. Il y a d'autres qui recommandent la demande de la GPO chez la femme enceinte sur présence de facteurs de risque. Maintenant, une femme de plus de 35 ans, une femme avec des antécédents de diabète gestationnel, une femme qui a eu un enfant macrosome, une femme qui a fait des fausses couches, des morts-nés, etc. Donc là, il y en a ceux qui demandent de faire une AGPO systématiquement, et d'ailleurs, moi je pense que c'est systématique, c'est mieux parce que c'est un test de rien du tout. Ça permet d'autant plus qu'il y a des femmes qui n'ont aucun facteur de risque. Et on reçoit des femmes au laboratoire qui n'ont aucun facteur de risque et qui disent à la GPO, c'est pour un diabète gestationnel. Ça veut dire, mais si les les facteurs de risque pour faire un diabète gestationnel. Donc, moi, je pense que systématique, c'est mieux. Pourquoi deux dosages? Oui, pourquoi deux dosages et non pas un seul? Là, c'est le protocole de l'OMS. D'accord? Les protocoles sont faits par des sociétés savantes, etc. Bon. Et d'ailleurs, chez la femme enceinte, je ne sais pas si vous avez déjà... à l'époque, on faisait des prélèvements, on va dire des courbes de glycémie. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu. Mais chez Hekda, 1 heure et 2 heures, on faisait des courbes de glycémie. C'est-à-dire, on lui donne une charge où chaque demi-heure, pendant 3 heures, on fait une glycémie. Ensuite, le protocole a été modifié toujours par les sociétés savantes et on fait chaque heure, sur 3 heures, chaque demi-heure. Ensuite, sur 3 heures chaque heure. Maintenant, je fais 4 prélèvements. Je fais T0, je fais T1, T2 et T3. 4 prélèvements de la femme enceinte. Ensuite, le dernier protocole de l'OMS, c'est faire T0, T1 heure et T2 heures après la prise de la charge. Et c'est le protocole qui est... donc, c'est pas nous qui établissons, c'est des protocoles qu'on suit de l'OMS. Hémolyse pathologique, je vois ce que vous voulez dire par hémolyse pathologique. Donc, où est la question? Zahia Hanoun. Quel est l'objectif du chiffre glycémique? J'ai répondu. Hypoglycémie, j'ai répondu. Est-ce que
Le dépistage du diabète gestationnel systématique, ça j'ai répondu. Oui, au premier trimestre de la grossesse, en fait, oui, toute femme enceinte, logiquement, au premier trimestre, le minimum, c'est demander une glycémie. هذا هو le dépistage du diabète gestationnel. Donc, dès le premier trimestre, le minimum, demander une glycémie. Si la glycémie est supérieure à 1,26, donc c'est que la malade, elle était diabétique ou ما كانتش على بالها. Donc, on l'a découvert fortuitement. Si c'est entre 1,092 ou 1,26, c'est un diabète gestationnel et on le pose dès le premier trimestre de la grossesse. Maintenant, si la glycémie est inférieure à 0,92 le premier trimestre, donc dès que tu n'as pas fait, on la reconvoque entre la 24e et la 28e semaine pour faire une AGPO. La GPO, mais le premier trimestre de la grossesse. Premier trimestre de la grossesse, on fait une glycémie à jeun. Entre la 24e et la 28e semaine, on fait la GPO. Vous avez parlé de parasympathique et sécrétion de l'insuline, mais ce point n'a pas été expliqué, vous pouvez réexpliquer si vous voulez. Oui, donc là, c'est pour les systèmes de régulation. On a dit que le système nerveux aussi intervient dans la régulation de la glycémie, dans le sens que le système sympathique, on sait très bien que les terminaisons nerveuses sympathiques et le système sympathique synthétisent les catécholamines, principalement la noradrénaline, et que la médulo-surrénale, qui est un système nerveux aussi, synthétise les catécholamines, principalement l'adrénaline. Donc, la médulo-surrénale synthétise principalement l'adrénaline, et le système nerveux sympathique qui synthétise beaucoup plus la noradrénaline. Et les deux ont un effet sur la régulation de la glycémie. Pourquoi? Ils sont hyperglycémiants. Première cause, pourquoi? Parce qu'ils inhibent l'action de l'insuline. Ils s'opposent à l'action de l'insuline. Comment? Ils agissent sur les différents métabolismes. L'adrénaline stimule la glycogénolyse, elle stimule la néoglucogenèse, elle inhibe la lipogenèse, elle inhibe la protéinogenèse, elle stimule elle stimule la lipolyse et elle stimule la protéolyse. Le but c'est l'adrénaline, la glycémie, donc c'est une hormone hyperglycémiante. Le parasympathique, c'est l'inverse. Il active l'action de l'insuline, les l'action de l'insuline, donc ça permet de diminuer la glycémie. L'hémoglobine glycée, pourquoi n'est pas considéré comme moyen de diagnostic, sachant que tu as parlé... Oui, elle est utilisée comme moyen de diagnostic, je l'ai dit. Donc, j'ai dit que l'hémoglobine glycée, elle est utilisée comme moyen de diagnostic. J'ai dit, mais en Algérie, on reste un peu réticent sur l'utilisation. Donc, il y a des médecins qui utilisent, d'autres qui n'utilisent pas. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas est-ce qu'elle a été dosée par la méthode de référence ou non. Parce qu'une des conditions pour l'utilisation d'hémoglobine glycée comme critère de diagnostic, les sont dosés par la méthode de référence qui est l'HPLC. D'accord? Donc, pour le moment, et d'ailleurs, l'hémoglobine glycée est plus par l'école américaine. C'est plus les Américains qui utilisent l'hémoglobine glycée comme moyen de diagnostic. D'ailleurs, c'est l'association américaine du diabète qui a reconnu l'hémoglobine glycée comme moyen de diagnostic. Et c'est un moyen de diagnostic reconnu par les sociétés savantes, mais j'ai dit qu'en Algérie, on reste un petit peu, on l'utilise pas, on l'utilise plutôt comme moyen de surveillance que pour moyen de diagnostic. Non, pour faire le diagnostic du diabète sucré, on fait 2 glycémies à jeun. Mais une glycémie, un dosage d'hémoglobine glycée. Non. On fait, d'ailleurs, c'est la définition de l'OMS, c'est 2 glycémies à jeun. Une glycémie supérieure à 1,26, une deuxième glycémie supérieure à 1,26.
Le thème, c'est un diabète. تحبوا تكونفيرمي وزيدوا demander une hémoglobine. La deuxième glycémie, demandez معها hémoglobine glyquée. إذا كانت sûrement, si c'est élevé, donc l'hémoglobine glyquée, elle va suivre et elle va être élevée aussi. Oui, AGPO, on ne refait pas par contre. L'AGPO, Mendirouche, 2 AGPO qui m'a de glycémie. AGPO, c'est une seule épreuve. J'ai né un jour, je fais glycémie à jeun, 1 heure et 2 heures après, et je pose le diagnostic. Oui, j'ai dit que parfois, c'est très clair. Parfois, entre diabète de type 1, diabète de type 2, c'est très clair, c'est facile de faire le diagnostic entre les deux. Mais parfois, c'est bien de faire diagnostic étiologique, surtout quand l'âge d'apparition, il est intermédiaire. Il dit quoi, 31 ans, 32 ans, 34 ans, 35 ans, 36 ans, là, ça peut être un diabète de type 1 qui est latent. Comme ça peut être un diabète de type 2 qui est précoce. انا باش نعرف اسك نمدلو l'insuline ولا نمدلو اناديو لازم نعرف اسك c'est un type 1 ou un type 2. Là, راني حاصله l'âge n'est pas clair, l'âge d'apparition, et puis là je suis obligée de faire diagnostic étiologique. Je demande l'insuline et le peptide C. En général, l'insuline et le peptide C, demandez devant un diabète de type 1 pour confirmer. Peptide C, insuline effondrée, ça veut dire que c'est un diabète de type 1. Demandez aussi pour les personnes qui font les hypoglycémies, pour savoir est-ce que c'est un insulinome ou bien c'est une injection origine iatrogène de l'insuline. Quelle est la différence entre hyperglycémie modérée à jeun et intolérance au glucose? Non, il n'y a pas de différence. Il n'y a pas une hyperglycémie modérée à jeun. Il n'y a pas cette classification d'hyperglycémie modérée à jeun. Il y a une classification des comme glycémie normale, hyperglycémie liée à diabète supérieur à 1,26. Il y a intolérance au glucose. Intolérance au glucose. L'intolérance au glucose maintenant, dysglycémie avec un haut risque, comme on l'appelle aussi, surtout les États-Unis, dysglycémie à haut risque de faire un diabète. Dysglycémie, c'est pas hyperglycémie modérée. Hyperglycémie modérée, c'est une expression comme ça, mais en réalité, c'est l'intolérance au glucose entre un 10 et un 26. Est-ce qu'on peut utiliser la fructosamine chez la femme enceinte? Mais si, est-ce qu'on peut utiliser? On doit utiliser la fructosamine pour la femme enceinte et non pas l'hémoglobine glyquée. Entre 24e, c'est par convention, il y a un intérêt, non, c'est par, entre la 24e et la 28e semaine, c'est par convention. C'est des recommandations d'OMS. Et pourquoi ils ont recommandé la 24e ou la 28e semaine? Parce que la femme enceinte, c'est le moment-là où l'insulinorésistance, un phénomène d'insulinorésistance. Oui, l'insulinorésistance, elle est à son maximum. C'est-à-dire, c'est là où on risque de faire un diabète gestationnel. C'est la période où on a un grand risque de faire un diabète gestationnel parce que l'insulinorésistance, elle est au max à ce moment-là. D'accord? Et du coup, on a, pas nous, mais le OMS a recommandé l'utilisation de la GP entre la 24e et la 28e semaine. Oui, la fructosamine, c'est un dosage. Écoutez, la fructosamine, c'est un dosage dans les labos étatiques, pas trop. D'ailleurs, même l'hémoglobine glyquée n'existe pas dans les labos étatiques, mais dans les labos privés, ça existe. Et c'est moins cher, que l'hémoglobine glyquée. D'accord? C'est un test très rapide, colorimétrique, simple, pas du tout coûteux. Est-ce que l'hémoglobine glyquée est un indice de surveillance diagnostique? L'hémoglobine glyquée et les deux à la fois. L'hémoglobine glyquée, c'est un moyen de diagnostic comme au-delà de 6,5 si dosé par HPLC. Et c'est reconnu, 6,5 supérieur à 6,5.
Et c'est un paramètre aussi de surveillance parce que ça renseigne, خلاص, même j'ai posé le diagnostic. Maintenant, avec quoi je vais surveiller mon malade? Avec l'hémoglobine glycée, bien évidemment. D'accord? On a terminé. Je crois que, voilà. Voilà. Eh bien, tant mieux. Bon, je vous souhaite bon courage pour votre test. Bon courage. Et ben, bonne soirée. De rien. À la khair.